bienvenue pour ce nouvel épisode de Déconstruire. Pour rappel, Déconstruire, c'est la série de podcasts Kissas qui donne une voix à tous les hommes et toutes les femmes issus d'une diaspora qui explorent comment s'affranchir des stéréotypes qui leur collent à la peau et comment ils font pour associer au mieux leur héritage culturel et leurs convictions personnelles. Comme toujours, pour m'accompagner, j'ai à mes côtés Farah. Coucou. Et Leïla. Coucou. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est un peu dans la continuité d'un des précédents épisodes qu'on a pu enregistrer, qui était sur la santé. Et là, on va essayer de se concentrer aujourd'hui un peu sur tout l'aspect santé mentale plutôt, qui est encore plus vaste, je pense, que la santé physique et qui, de toute façon, participe à une bonne santé physique. Et je voulais ouvrir l'épisode avec une donnée pour laquelle je vous demande votre avis. D'après France Urbaine, un Français sur 4 rencontrerait un trouble psychologique au cours de sa vie. Pas choquée. Pas choquée, pas surprise. Déçue, hein, mais pas choquée. Pas choquée. Moi, je m'en rendais compte un peu et pas trop en même temps parce que y a quand même une... Quand t'es au comptoir et que tu vois un peu ce que les gens prennent, il y a beaucoup de gens qui prennent des anxiolytiques et des antidépresseurs, énormément. Et il y a deux justifications. Soit c'est les médecins qui en ont rien à foutre et ils vont juste prescrire parce que le mec va lui dire en ce moment je me sens pas bien dans ma peau. En même temps, ils ont une facilité à prescrire ce genre de trucs. Et oui, parce que ça rentre dans une case de Ouais. c'est plus facile à distribuer. Ouais. Et donc tu vois qu'il y en a beaucoup qui passent avec des sujets de plus en plus jeunes aussi, des patients qui sont de plus en plus jeunes, des ados ou des jeunes adultes comme nous. Et donc il y a ça, mais il y a aussi derrière où tu te poses la question de est-ce que finalement la santé mentale en France va bien. Spoiler, non. Après, ouais, et moi je pense en vrai c'est global, c'est pas que en France, c'est juste on est des générations d'angoissés aussi, donc aussi de plus en plus jeunes. De plus en plus parce jeune. que au courant de plus en plus de trucs et on grandit dans un monde où écologiquement ça va pas. Exactement. Donc on te prédit une fin du monde C'est ça. parce que il y aura la guerre de l'eau, on va mal respirer, Exactement. genre tous ces trucs là, tous les conflits Actuellement en cours. Ouais, genre en cours dans le monde. En vrai, il y a plein de choses. Le travail, ça Ouais. va pas. Pour te rejoindre sur ça, faut aussi qu'on n'oublie pas qu'on est la génération Covid, on est la génération où on vit déjà actuellement avec les conséquences du réchauffement climatique, c'est-à-dire que on n'en est plus à empêcher que ça se produise, on en est à devoir vivre avec et essayer Ouais. de mettre en place des mécanismes pour pouvoir vivre au mieux avec ça, parce que déjà on est déjà dans une période où on vit avec ces conséquences-là. Au-delà de ça, on est avec l'accès à Internet et donc Ouais. aux réseaux sociaux et donc en fait au fait d'être plus Bon, en vrai, on est ultra connectés, mais ultra connectés. isolés aussi. tu vois. C'est exactement. genre, en il y a- fait, Internet, c'est tellement ta bulle ouais. Mhm. que le réel, il existe plus trop et que les interactions... Il y a plein de gens, on s'en rend pas compte, mais qui ont des interactions sociales virtuelles uniquement, tu vois. Uniquement. Genre, il suffit que, je sais pas moi, tu sois quelqu'un qui soit entêté, Ouais. juste, Ouais. et que toute ta journée, tu la passes sur les réseaux ou à parler avec les gens de ton taf, mais que sur Teams. Ça t'impacte Bah, en quelque fait, part. tu peux facilement passer 12 heures et pas dire un mot de la journée, tu vois. Et en plus, on a aussi ce truc-là où, même si on peut être dans des schémas sociaux où on se retrouve vraiment beaucoup, notamment je pense encore une fois à l'université, pour moi, le Covid, ça a été le tournant de quelque chose où, pendant plusieurs mois, on va être seul avec soi-même, et c'est aussi à ce moment-là qu'il y a eu plein de lignes d'écoute Ouais. téléphoniques qui ont vu le jour, hein, à Mais ce niveau-là. vous avez eu l'impression que le Covid, ça a eu un impact sur votre manière de sociabiliser? En fait, je vais parler de mon point de vue personnel. Pour ma part, j'ai vraiment des amitiés de très longue date. Ouais. C'est-à-dire que moi, le Covid, ça, j'ai plus vécu comme, venez, on trouve un moyen de se retrouver quand même sur un que truc. Genre, il y avait Among Us, il y avait Skype, il y avait Netflix Party. Enfin, je pense à tout ça. Moi, le Covid, je l'ai pas vécu d'une mauvaise manière parce que... Non, mais le après, moi, je parle genre... Ah, le après. En termes, genre, est-ce que tu as toujours une aussi bonne facilité à rencontrer des gens, à leur parler, J'ai etc. plus envie. Ah ouais? Parce que comme j'ai été coupée un moment, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement sociable, comme j'ai été coupée un moment où j'ai pas pu sociabiliser et voyager, rencontrer, vraiment être dans la sociabilisation, créer des liens, etc. Moi j'étais en mode, on a été coupé un moment, genre pendant un an. Ouais. Pendant plusieurs mois, notre vie s'est arrêtée. On a coupé toutes les interactions sociales. Venez, on kiffe encore plus notre vie.
Et pour le coup, moi, c'est plus le contraire qui s'est passé. Moi, ça m'a introvertie de ouf. Ah ouais? Ouais, mais comme je vous raconte que j'ai peur d'aller à la banque parce que la meuf de la caisse c'est une nouvelle, tu vois. Genre, moi, ça m'a introvertie. Je ne sais plus faire connaissance avec les gens. Ok. Et du coup, je suis en mode, je fais pas trop connaissance avec les gens. Et aussi, si c'est pas des gens que je connais. Avant, j'avais l'impression qu'on nous forçait plus, tu vois, à sociabiliser. Là, j'ai l'impression qu'on considère plus toutes les formes de personnalité, tu vois. Ouais. Ou en mode, cette personne, elle est timide, ne te force pas. Ouais. Tu vois, on est beaucoup à l'ère de ne te force pas si tu veux pas faire quelque chose, ne va pas vers un tel si tu le sens pas, tout simplement. Et ça, c'est un peu un truc positif quelque part, de pas se forcer. Ouais, c'est vrai. Juste pour revenir sur ce que tu avais mentionné aussi, le truc de on a été coupé, ça nous a aussi donné cette envie de beaucoup plus sociabiliser, rattraper un peu le temps perdu. Ça s'est vu. De toute façon, ça se voyait aussi en période Covid où il y avait tout le monde d'un coup qui se mettait à courir, tout le monde d'un coup qui trouvait une raison X ou Y. Ou même après, beaucoup de personnes se sont mises à voyager. L'avion, la prise de l'avion, ça a explosé par exemple. Mais il y a aussi, on l'a vu juste au moment où on avait plus d'interdiction. De restriction de sortie, c'est une folie de dire une interdiction de sortie quand même. C'est dingue, hein. Les autorisations avec des voilà, et la réouverture des restos, etc. Le périmètre. Dingue. Ça m'avait choqué. La réouverture des restos et des terrasses, par exemple, tu pouvais voir les gens, il y avait de la pluie de zinzin. Ils étaient là. Inondation, flaque, on adore. Ils voulaient absolument, c'était retrouver, tu vois, les habitudes. C'est viscéral, les petites habitudes. Les trucs qui faisaient la vie d'avant, qui voulaient être retrouvés maintenant, après une période et Covid, puis même une des périodes, je pense, les plus angoissantes. Et je pense que nous, on a de la chance, entre guillemets, parce que on a pu sociabiliser, on n'habite pas seul. Ouais, aussi, ça aide. Tous les étudiants qui se sont retrouvés seuls dans des chambres du Crous. Exactement. De je sais pas combien de mètres carrés. Petit mètre carré, exactement. Genre, eux, ils ont dû galérer de fou, tu vois. Il y en a plein qui, du coup, malheureusement, ont dû être bloqués en fait, dans ces endroits. Et même pas que les étudiants, t'as plein de gens qui sont isolés dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est vrai. Qui n'ont pas la chance d'avoir des amis, qui n'ont pas la chance d'avoir une famille dont ils sont proches. On a pris aussi l'exemple de la famille qui est le premier un peu en termes de santé mentale, ou bien le premier refuge, ou le premier obstacle. Moi, de fou. J'allais dire, moi, c'est un obstacle. De là, ça crée une base, tu vois, de est-ce que tu peux... parce que si, en fonction de comment tu vas grandir, est-ce que tu as eu un nom sans explication ou un nom accompagné d'une explication. Il y a aussi, toi, toute ta construction qui va être biaisée, tu vois. Si j'ai jamais eu de nom expliqué, de nom qui m'a poussé à réfléchir et à me dire, peser le vrai que voilà, tu vois. Ou même une situation de communication. En fait, des fois, c'est pas du non, c'est de la privation. C'est ça. Enfin, un non sans explication, pour moi, c'est de la privation. C'est juste, je t'ai dit non, je communique pas avec toi, c'est juste moi, j'ai décidé. Et derrière le non, est-ce que tu me proposes une alternative? Tu vois. Et c'est ce qui va après créer aussi... Moi, je trouve que ça crée une barrière. Je voudrais pas me mettre dans une position où je dirais que tu vois, c'est les parents qui disent non, on peut pas avoir confiance en ses parents-là, pas du tout, tu vois. Mais après, c'est des éléments de langage aussi, c'est compliqué. Toi, en tant que personne, en tant qu'être humain singulier, tu vas aussi te dire, mais alors. Comment je vais faire pour communiquer, comment je vais faire pour échanger et moi me construire, alors que tu vois derrière j'ai l'impression que j'ai pas ce support ou cette famille vers qui je vais pouvoir me tourner pour que si un jour il y a quelque chose qui me pèse, je vais pouvoir en parler, tu vois. Mais c'est parce que je pense aussi déjà à l'adolescence, tu vois un peu tes parents comme des keufs et en fait ils sont là en mode enfin en tout cas moi perso tu vois, mais ils sont là en mode dans tous les cas ils m'ont dit non. Donc si j'ai un problème et que je leur raconte, peut-être que ça induit que je vais raconter ça aussi. Et ça normalement aussi, je devais pas être là. Voilà, mais et vous, ça ils vont discuter. Moi de votre adolescence, genre j'ai jamais eu à mentir à mes parents sur où j'étais, etc. Mais j'ai toujours eu beaucoup de règles. C'était, je vais aux anniversaires, mon daron il vient me chercher à 22h, c'est 22h01, je suis dans la voiture. Mais du coup, est-ce que toi, après dans tes relations avec tes parents, est-ce que ça t'a pas un peu bridé? Ah mais si, moi je pense que... En fait, c'est trop bizarre. Parce que moi, il y a ce côté où j'ai l'impression que je protège mes parents si moi je vais mal. Mais moi, ça va les achever, mes parents, de me voir mal. Donc, je me vois pas aller les déranger, entre guillemets, avec ce qui se passe dans ma tête. D'un autre côté, j'ai l'impression qu'on est trop différents. Ouais. Genre, je pense qu'on est trop différents pour qu'ils me comprennent. Et j'ai pas non plus... Vu que c'est pas dans mes habitudes de me confier à mes parents ou de je pense même me confier à ma famille, tu vois, s'il y a quelque chose, et je me dis
je pense qu'ils comprennent pas non plus parce que mes parents ils considèrent que nous on a de la chance. Nous on a bien vécu, on a manqué de rien. Et aujourd'hui encore je manque de rien et tout va bien, alhamdoulilah comme on dit. Mais je me demandais est-ce que t'allais dire alhamdoulilah ou pas. mais dans le sens où tout va bien. Et est-ce que enfin je pense que eux ils se disent mais elle a pas de raison d'aller mal. Oui, mais est-ce qu'au final c'est pas un discours qui est un peu infondé, tu vois, parce qu'au bout d'un moment toi tu vas évoluer, chacun évolue dans sa... Et avec son époque. Oui, et voilà, avec, par exemple mon père, je sais que dans sa ville par exemple il y avait... avec les écoles c'est un peu compliqué et donc lui il a dû vraiment trimer pour avoir son bac, etc. Et bon maintenant il est très bien mon père, tu vois, mais je veux dire, ça veut dire que son rapport avec mes études, il est, enfin, et les voir de plus de sérénité, en mode vous ça non, en mode oui, vous, c'est tu vois, t'as pas le droit à l'erreur parce que lui il a trimé mais pas toi, tu vois, des choses comme ça. Mais au final, est-ce que ça rejoint pas encore tout le truc du trauma intergénérationnel qui est en train de se balader entre ton daron qui te passe ses traumas à lui, parce que je pense que c'est aussi ça qui fait que enfin dans nos personnalités à toutes les trois, moi ce que je vois c'est qu'on est très perfectionniste, on a beaucoup de mal à être très fiers de ce qu'on fait parce qu'on se dit genre c'est bien mais moi je veux faire plus. Et je pense que ce truc de vouloir faire plus, c'est un truc qu'on nous a inculqué en mode oui peut-être que tu fais des efforts mais tu peux faire mieux, tu vois, ou pas. Ou nous on a tellement galéré que toi t'es facilité, donc c'est normal que tu réussisses, tu vois. Bah en fait moi le truc de vouloir dépasser parce que en face on te renvoie un truc de oui mais c'est pas si exceptionnel, c'est pas que c'est pas si exceptionnel que ça, mais t'as des facilités pour bah en fait moi c'est vraiment une autre matrix. C'est que moi mes parents bah du coup c'est la première génération à être venue en France et bah mes parents m'ont eu assez tard dans le sens où ma mère m'a eu à 40 ans et mon père à 50 et du coup je suis la dernière d'une fratrie de 4. Et entre temps, il y a eu le temps de faire des erreurs ou d'apprendre dans l'éducation. Ce qui fait que moi, j'ai grandi avec un papa. Parce que j'appuie sur le terme de papa parce qu'on s'attend beaucoup à ce qu'il y ait un gap entre un père et sa fille dans un truc de masculinité, quelque part d'incarner l'autorité. Mon père, c'était pas du tout son créneau. Dans le sens où, très jeune, je pouvais avoir des « et ça va ?» et t'as passé une bonne journée, tu te sens comment, genre vraiment des trucs qui vont vraiment chercher dans le tu te sens comment et tout, et dans des toutes petites choses je pouvais évoluer dans des bah t'es belle, t'es très belle, attends je te prends en photo, t'es très intelligente, tu parles bien, ce que tu dis c'est très intéressant, non mais toi Farah, toi tu sais, genre ce truc de sacralisation, de constamment mettre en avant, ce qui fait que quand moi je vais avoir la déterre d'aller plus haut, d'accéder à des sphères professionnelles ou sociales, d'arriver à atteindre mes rêves, d'être frustrée si pendant 24 heures bah, je fais rien ou quoi, c'est dans un truc de quelque part, il y a eu tellement de gentillesse en face que je ressens de la culpabilité de ouais mais faut que j'arrache tout genre. Et quelque part bah, c'est un peu pas mauvais mais... Ouais, c'est une pression aussi. C'est une pression, ça reste une pression. Mais là où il y a d'autres foyers et d'autres situations où ça se passe pas forcément comme ça, tu vois, et derrière il y a quand même beaucoup de bah, même de tabous en vrai, parfois de culpabilisation sur certaines choses, de tabous qui sont créés, d'un manque de communication, d'un truc qui est cassé et qui arrive pas à être sain, tu vois, et qui impacte énormément. Et c'est là où on peut être nous quand même assez reconnaissants de l'évolution de nos générations qui sont de plus en plus ouvertes aussi au discours avec les réseaux sociaux, hein. Enfin même si au début on disait que c'était aussi un truc qui nous enfermait dans une sphère virtuelle. Les réseaux sociaux c'est tellement un gouffre qu'il y a énormément de comme il y a énormément de mauvais, tu vois. Mais c'est aussi une plateforme, un moyen d'un peu d'éveiller les esprits, d'éveiller les questionnements et de se dire que pour quelqu'un qui se sent pas très bien, tu vois, dans certaines situations et qui pense qu'il y a
tu vois, il y a un problème, mais où t'arrives pas vers qui, tu ne sais pas vers qui te tourner, t'arrives à quand même trouver des supports qui sont très intéressants. Tu vois, il y a de plus en plus d'organismes qui organisent des événements, il y a des podcasts. Il y a même des initiatives communales en fait qui organisent des cafés psycho et qui rassemblent autour de la table des psychologues, des experts sur la question, des personnes qui sont en situation et des classes, etc. Enfin, il y a vraiment des initiatives un peu partout qui sont encouragées. Moi, j'avais une question à vous poser. C'est quoi vos premiers rapports avec genre les maladies psychiatriques? Genre typiquement la dépression, quand est-ce que c'est la première fois que vous en entendez parler, quand est-ce que vous en êtes confronté? Ça a toujours été sous forme de blague, hein. C'est toujours quand t'es petit, tu te dis ah ouais il est en dépression, là, tu vois des trucs, ah oui il est bipolaire, et après plus t'avances et plus aussi bon après, en fonction du parcours, moi ça a été beaucoup plus scientifique, c'était beaucoup plus scientifique dans l'approche que j'ai eue de certaines maladies, mais j'imagine qu'après quand tu grandis t'as aussi... tu te concentres un petit peu plus, tu te rends compte un peu de ce que c'est avec, par exemple, ce que tu peux entendre à la télé, etc. Ouais, moi, dans mon entourage, en gros, dans mon entourage proche, j'ai une personne qui est dépressive. Et en fait, petite, je comprenais pas. Parce qu'on m'a jamais trop expliqué. Et on me disait, elle est allée se reposer. Et moi, je comprenais pas que c'était des séjours en hôpital psychiatrique, tu vois. Et et c'est en grandissant, je pense, c'est vers le collège, que j'ai compris que c'est parce qu'elle allait mal. C'est tôt en vrai. Et c'est parce qu'elle allait mal, juste qu'elle allait... Et c'est quelque chose qui, dans ma famille, on n'en parle pas. On dit qu'elle est allée se reposer, alors que c'est pas ça. Et moi, je trouve que ça serait tellement important juste de mettre des mots sur les choses et que depuis notre plus jeune âge, on sache que, en fait, regarde, quand t'as un problème, tu vois des médecins, tu peux être accompagné, on t'accompagne, et surtout que quand tu sors, tu vas mieux. Donc ça, c'est aussi important de le dire, tu vois. Il y avait excuse-moi, vas-y. Non, j'allais dire que du coup ça démontre vraiment le truc qui est dans nos communautés où il y a c'est pas une honte vis-à-vis des sentiments, mais on pose pas les mots. Des mauvais sentiments, tu vois. Comme par exemple un homme qui peut pas pleurer, un homme qui peut être très masculin, où il y a un truc de la faiblesse, elle peut pas être montrée. Exposée comme ça au grand jour. Comme parfois aussi ça peut être des fois rapproché au sentiment d'amour, où on entend beaucoup de moi je dis pas je t'aime facilement à mes parents, tu vois, mais finalement pourquoi tu vois, il y a tout ce truc de honte ou on n'a pas envie de libérer vraiment la parole et d'accepter de reconnaître que pour un épanouissement qui soit sain, c'est important. Et total, c'est important de poser des mots, quoi. Après, pour le fait de poser des mots, avant de poser des mots, il y a le truc de savoir de quoi on parle. Et avant de savoir de quoi on parle, est-ce qu'on considère ça comme étant un vrai problème ? Tout à l'heure, tu disais quelque chose et là qui était grave intéressant. C'était moi, j'ai pas de difficultés matérielles ou j'ai pas de grosses difficultés dans ma vie qui sont visibles, donc je ne ressens pas de difficultés ou de problèmes. C'est-à-dire que dans mon cas personnel, avant l'université, avant la licence, c'est triste ce que je vais dire, mais pour moi la psychologie, pour moi la dépression, la bipolarité, toutes ces questions-là, pour moi c'était des gens, c'est dur ce que je vais dire, mais heureusement il y a eu un travail de déconstruction, pour moi c'était des gens qui se plaignaient. Ok, ouais. C'est dur, tu vois. Et heureusement en allant, c'est même pas que la fac qui a fait que, c'est pas en allant à la fac qui a fait que j'ai été éduquée par ces questions, c'est juste en me renseignant en fait, en étant plus grande et en étant plus facilement confrontée à ces questions-là, parce que tout à l'heure je le disais, c'était on me disait beaucoup de choses positives, des trucs et tout, mais en fait c'était la maison du que bien. Ouais. Tu vois, il n'y a pas la place pour les trucs négatifs, et s'il y a du négatif, tu vas te relever, ça va le faire, Oui. Genre il n'y a pas la place, il n'y a pas une trop grande place, tu vas mal place. Et on peut te laisser il y a des fois où ça peut aller mal. C'est ça. Et des fois, je dis pas qu'il faut se laisser aller mal. Oui, mais c'est important. Des fois, juste avoir un moment où tu souffles, ok, ça va pas. Ouais. Et... Oui, quand les personnes chez qui c'est une pathologie reconnue, tu vois, genre une dépression c'est une pathologie, ça ne part jamais la dépression. Oui, voilà. Tu vois, il y a des épisodes dépressifs, ça c'est sur une courte période, mais quand quelqu'un qui est dépressif c'est à vie, tu vois, un peu. C'est comme la bipolarité, tu passes par des phases d'euphorie et des phases où t'es totalement normal et des phases où ça va vraiment pas.
Oui. Enfin, c'est 3 phases la bipolarité et ça peut être rythmé par des épisodes de 1 an dans cette phase-là, 3 mois dans cette phase-là et 1 semaine dans cette autre phase-là, tu vois. Et tout ça, on ne sait pas. Mais tu vois, ça pousse aussi à déconstruire. Il y a la traîne du truc, là, les affirmations que tu dois dire tous les matins. Là. Ouais. En ce moment, j'ai que ça dans ma Oui, page TikTok. Bah, c'est très bien, tu vois, psychologiquement, oui, parce que ça va aider à construire la confiance en soi, etc. Mais quand ça va vraiment mal, est-ce que vraiment, c'est vraiment un « tu vas y arriver, ça va bien aller », qui va vraiment... aider, et c'est pas plutôt d'accepter d'aller consulter quelqu'un qui va aider à créer un chemin, revenir un peu sur les épisodes traumatiques ou les choses qui se sont passées qui font qu'aujourd'hui le résultat ce soit un mal-être. Un ami ne remplace pas un psychologue. Ouais. Jamais. Une famille, une mère ne remplace pas un psychologue. Je me rappelle que j'avais vu, je suis une très grande fan de Sex and the City, et il y a une scène où il y a vraiment, donc il a le personnage principal, Carrie Bradshaw, qui se plaint vraiment. L'épisode il était chiant tellement il se plaignait, et à un moment elle disait à ses copines, donc elle était en train de prendre un café, elle lui disait oui, elles lui disent mais tu veux pas aller consulter du coup et elle leur dit non mais je vous ai déjà pour aller mieux, tu vois, ou pour en parler, et les 3 ont répondu mais on est déjà on est assez mal en point nous-mêmes pour te guider, et elle a dit du coup c'est les aveugles qui guident les aveugles, en anglais c'est beaucoup plus stylé, mais c'est là où je me suis dit mais c'est vrai, genre des fois c'est pas possible de te reposer sur un autre être humain pour qui ce n'est pas le métier, qui ne pourra pas avoir le recul nécessaire, il n'a pas les clés, il a pas les un clés. psychologue, et même toutes les responsabilités que tu lui imposes, genre moi ça j'aurais jamais envie d'imposer tout le poids de mes questionnements, de mon mal-être. Enfin, j'aurais pas envie de mettre ça sur les épaules de quelqu'un que j'aime. Déjà moi-même ça me fait peur, ça me met mal. Mais toi tu vas gérer tes trucs plus les miens. Mais même dans le schéma de la maladie, pour quelqu'un qui est malade, qui a un cancer ou quelque chose comme ça, beaucoup se rétractent de leur vie sociale parce qu'ils ne veulent pas imposer ces moments-là aux personnes avec qui ils sont. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très important parce que les psychologues le disent eux-mêmes. Un ami, ça n'est pas un psy. Un ami ne peut pas avoir des pistes de réflexion, un regard suffisamment détaché aussi pour pouvoir dire les choses comme elles doivent être dites. Puis c'est des études, c'est une expertise, encore une fois. Mais après, tu vois, comme on disait, la manière de gérer un peu les moments down que tu peux avoir, moi je trouve elle dépend aussi vachement de la manière dont ça a été géré par les adultes quand tu étais plus jeune. Genre, je sais pas si vous avez déjà vu vos parents dans des phases où ça allait plus ou moins bien. Et je sais que la manière dont ils le gèrent, moi, par exemple, mes parents, ils sont très... Si ça va pas, ma mère, elle est dans... je vais beaucoup donner aux autres. Je vais m'oublier moi, oublier que ça va pas. Et elle va être... mais après, ma mère, c'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup des autres, etc. Mais elle va aller mieux en s'occupant des autres. Et mon père, il est dans... moi, je deviens muet. Personne ne sait ce qui se passe, personne ne machin. Et du coup, moi j'ai l'impression que ma manière de gérer quand je vais pas bien, c'est vraiment un mélange des deux. C'est, je peux un peu disparaître et mes amis me voient moins, même chez moi, parce qu'en gros j'habite encore chez mes parents, être beaucoup plus renfermée, moins parler, moins avoir d'interaction, machin. Mais et des fois je veux tout faire. Je veux m'occuper je veux faire un maximum de choses en un minimum de temps. Et je trouve que ça, en vrai, c'est grave cacher les trucs et les mettre sous le tapis. Et c'est un truc qu'il y a aussi beaucoup chez nous. Oui, et puis parce qu'on a dit, parce qu'encore une fois, c'est nourri par ce truc de honte. Et aussi, peu importe dans quelle communauté, il y a aussi un aspect un peu religieux. Par exemple, tu vois, c'est dur d'accepter que ça peut être grave parce que par exemple le suicide c'est pas permis, c'est interdit, ça veut dire que tu peux pas aller mal, c'est pas tolérable d'avoir des idées suicidaires, alors que si vraiment il y a un mal-être, il peut y avoir à un moment donné une partie de ce mal-être où tu vas avoir derrière des pensées qui peuvent être suicidaires ou très lourdes, et on a aussi du mal à le concevoir dans nos communautés parce que religieusement c'est un peu tabou, parce que dans les confessions c'est
c'est mal vu, c'est interdit, mais on va pas te dire en t'en parlant, toi en tant que jeune enfant ou adolescent ou autre, on va pas te dire que non, si ça va pas ou que tu penses comme ça, il faut que tu viennes en parler. On va te dire, peu importe la religion, c'est haram, c'est interdit, c'est truc, tu vois, c'est péché. Voilà, c'est péché, mais c'est jamais, c'est jamais. Oui, on va juste te dire, mais ça va pas, bah va mieux, tu vois. C'est comme le même, là, t'es triste, arrête. T'es triste, arrête. Ou rien à foutre de ta dépression. Mais en fait, le problème avec ça, c'est que on te demande pas comment t'en es arrivé là. En fait, le problème avec ça, c'est qu'on te demande pas comment est-ce que t'en es arrivé là. On essaie directement d'exercer un jugement en mode t'es tellement allé loin que vas-y, vite reviens sur vas-y, t'es pas normal, t'es fou. T'es fou de penser comme ça. Alors que religieusement, on n'incrimine pas la pensée, on peut incriminer l'acte qui va en suivre, tu vois. Ouais. Et tu vois, et au final, il y a aussi tout un discours biaisé parce que juste récemment, ça fait un peu, peut-être potentiellement un an et demi, il y avait une histoire un peu choquante aux États-Unis qui s'était passée où c'était un couple, donc l'imam d'un quartier avec sa femme, adoré de tous, etc. Tout allait pour le mieux, couple très mignon, enfant très mignon, etc. Et la femme s'est suicidée, tu vois, alors qu'il la voyait à la mosquée, etc., qu'elle était tout le temps souriante, là pour aider les autres, etc. Ça pousse aussi à la réflexion, tu vois, aussi parce que pour certains, il y a aussi, comme tu l'as dit, derrière le mécanisme de défense, ça va être de invisibiliser, sourire, oui, voilà, de réprimer ces sentiments de mal-être qui au final doivent être exprimés parce qu'un être humain, c'est pas fait pour aussi être croulé sous le poids du mal-être et aussi être solitaire. Oui, tu vois. En fait, oui, c'est ça. Et même là on parle de religion, mais dans les religions, il y a ce truc où tu te vides de toutes tes pensées, de tes péchés quand tu vas te confesser par exemple. Et c'est ça aussi, on considère que c'est un acte libérateur. Donc c'est bien que c'est quelque chose dont on a besoin, comme tu dis. Et au-delà de ça, religieusement, il y a aussi un réconfort qu'on peut trouver, dans le sens où humainement, on peut ne pas avoir de réponse instante à nos questions, tu vois, ou ne pas comprendre. Et en fait, déléguer ça à une force supérieure qui est Dieu, bah, ça te permet aussi inconsciemment de te soulager d'un poids, tu vois, quelque part, en te disant, je remets ma confiance en Dieu. Dieu, c'est mieux. Je parle de quelqu'un qui va être croyant, moi en tout cas, c'est un peu comme ça que je réfléchis. Quand une situation sort complètement de ce que je m'attendais et sort du domaine du libre arbitre, enfin de mes gestes, de ce que je peux, de la main mise que je peux maîtriser, voilà, de ce que je peux maîtriser, de ce que je peux maîtriser et de la main mise que je peux avoir dessus, je m'en remets à Dieu parce que tout au long de ma vie, lorsque j'ai remis ma confiance en Dieu et que j'ai pas voulu me comporter en surhomme, bah ça allait mieux, tu vois. Oui, et c'est là où tu as deux images du coup aussi de la religion dans nos communautés qui est à la fois, on a le côté de ça peut aussi t'emprisonner dans tes émotions parce qu'on va pas... mais parce que ça, je pense, c'est parce qu'il y a aussi un manque de connaissances, de science, qui fait qu'on va t'enfermer dans ton sentiment parce que non, c'est interdit. Donc ça veut dire que t'as pas le droit de sentir ça, etc. Quand d'un autre côté, il y a aussi tous ces beaux discours de oui, toujours s'en remettre à Dieu, faire confiance à Dieu et à ce qui s'ensuit, etc. Chose qui n'est pas obligatoire, évidemment. Après, non, c'est propre à chacun. C'est voilà, pour ça que je parle d'un point de vue personnel. Et ça, c'est aussi pour illustrer le contraste entre les deux. Mais encore une fois, ce qui en ressort, c'est aussi le manque d'informations et le manque de points d'ancrage, tu vois, vers qui te tourner quand ça va mal. Et d'ailleurs, par exemple, pour les consultations, je sais pas si vous êtes déjà renseigné un jour, mais par exemple, moi j'ai déjà fait des consultations psy quand j'étais petite, mais c'était des trucs de con, tu vois. C'était parce que pour sauter une classe, fallait que tu fasses une consultation psy, par exemple.
Je sais pas trop que c'était pourquoi, mais voilà. Les rares fois où vraiment j'ai senti la possibilité d'aller parler à quelqu'un, un psychologue ou psychiatre ou autre, ça a été là. Ça a été quand il y avait une jeune fille qui s'était suicidée dans mon établissement scolaire. Donc tu vois, à ce moment-là, on s'était dit... Et encore, c'était même pas vraiment un psychologue, c'était tu pouvais aller parler à une dame. à la directrice. Ah, nous, c'était genre une dame qui venait, il y a eu une cellule nous aussi, d'écoute, quoi. Une fille qui est aussi morte, tu vois, qui est décédée au lycée. Finalement, est-ce que vraiment c'est la bonne personne, tu vois, pour qu'un enfant... Et est-ce que juste dire à quelqu'un, tu peux aller lui parler. Et surtout à un moment donné. Tu vois, on te dit, elle est là une semaine ou 2. Bah ouais, mais qui dit que j'aurais pas envie de commencer à parler dans 3 ? Parce qu'on est tellement tous différents. Exactement. Et plus on évolue, et plus aussi je trouve quand même qu'on nous donne les possibilités. Par exemple, quand tu passes à la fac, tu sais que tu as une infirmière que tu peux aller consulter tout le temps, mais il y a aussi une psychologue vers qui tu peux te rapprocher. Mais dans la vie de tous les jours, il y a aussi des personnes qui n'ont pas accès à ça parce qu'elles sont plus étudiantes, etc. Et vous savez que c'est que depuis 2022, par exemple, qu'il y a une prise en charge des premiers rendez-vous chez un psy. C'est ça. C'est un peu tard, quand même. Effectivement. Tu vois, je veux dire, c'est un peu tard. Je pense, je me suis pas renseignée sur le pourquoi ça a été décidé à ce moment-là, mais à mon avis, ça doit être un post-Covid, puisque dans les dates, l'explosion et tout des dépressions. Voilà. Et là, tu peux, sur un an, jusqu'à être remboursé jusqu'à 8 consultations. Mais même 8 consultations, c'est rien, tu vois. C'est pas assez, tu vois. Sachant qu'un parcours psychologique, c'est très souvent sur de nombreuses années, voire sur toute ta vie. Et même si c'est à des fréquences moins rapprochées, c'est un suivi en fait. Moi, selon moi, si vous me posez la question, pour moi, tout le monde devrait consulter un psy. On va dire que c'est une première approche, tu vois. Il y a aussi des centres médico-psychologiques aussi vers lesquels tu peux te tourner, où là, tout est pris en charge tout le temps, tu vois. Donc c'est aussi... partager l'information, tu vois, moi là je le dis parce que c'est aussi le but d'un podcast sur la santé mentale, de dire bah écoutez, il y a des gens qui sont là aussi pour écouter, pour nous aider dans tous les problèmes de santé mentale, mais aussi il y a ce truc aussi de tu peux te retenir, t'as pas trop envie forcément d'aller déballer toute ta vie parce que peut-être que tu vas pas encore une fois t'identifier. Parce que peut-être encore une fois tu vas pas t'identifier à la personne qui est en face de toi. Comme on l'avait dit dans le podcast sur la santé un peu plus physique, quand t'es quelqu'un qui est en face d'une personne qui n'a pas vécu la même chose que toi, il y a certains problèmes que tu vas pas pouvoir aborder, ou il y a certaines choses qui vont être propres aux personnes racisées, qui vont être un peu moins bien assimilées. Oui, le poids des traditions. Voilà, exactement. De fou. Mais, et même, genre, t'as pas envie déjà d'expliquer ce qui ne va pas, plus dire, bah, par exemple, moi je ne peux pas faire ça parce que dans ma famille, je sais pas moi, le mariage c'est très important. Et que quelqu'un en face exerce un jugement grave ethnocentré et occidentalisé de ce qui est bien et pas concevable. Et surtout, il y a des trucs, c'est le racisme banalisé, ou juste des jugements inconscients. Des a priori. Mais vos parents ils sont un peu alors que tranquille. Mais là où il y a quand même encore une fois, on a dit sur les réseaux sociaux et les événements etc qui font la promotion de la santé mentale, où on voit quand même une émergence de personnes racisées qui s'occupent qui sont psychiatres, psychologues, etc. et qui font la promotion de leur travail, et même si elles peuvent faire des vidéos sur internet, qui est le premier tremplin, tu vois, aussi te reconnaître dans une vidéo et te dire ah ouais, donc c'est pas normal que je me sente comme ça. Et même moi c'est sur internet que j'ai découvert qu'il y avait des gens pas fous qui allaient voir des psys. Ou qui n'avaient peut-être juste pas pour moi avant c'était vraiment réservé aux gens qui avaient besoin d'un traitement, qui avaient une maladie, et j'arrivais pas à concevoir que si juste t'as un down, tu peux aller discuter avec un spécialiste. Moi, je sais pas si je sauterais le pas, je me sens pas un jour d'aller voir un psy, parce que j'ai toujours ce truc de non, mais en vrai, t'as de la chance. Tu vois, donc est-ce que tu vas aller te plaindre pendant 1 heure dans les oreilles d'une meuf, alors que je sais que c'est pas du tout ça. Oui, on garde toujours quand même dans notre tête. Mais j'ai ce truc là où moi, en tout cas, j'ai la pudeur par rapport un peu de pudeur, un peu de honte. Encore une fois, c'est aussi accepter pour réussir à déconstruire. Là, on n'a pas fait une liste des traumas qui peuvent nous toucher, tu vois, mais il y a énormément de choses dans nos communautés qui sont transmises de génération en génération et qui façonnent un peu notre bien-être mental, qui nécessitent d'être déconstruits, et parfois ça suffit pas d'être seul ou d'être en communauté, bien que, comme on a dit, avec la construction de nos amitiés, etc.,
on tend à aller vers des gens qui nous ressemblent parce qu'on partage les mêmes expériences, mais il y a aussi quelque part parfois une nécessité d'accepter d'aller voir quelqu'un qui peut aider, qui peut écouter, même si c'est une séance, 2 séances, 3 séances, c'est un truc bateau, tu vois, mais juste accepter qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas bien au fond et sur lequel on va pouvoir travailler, je pense que c'est très important. De diagnostiquer des maladies s'il y en a, de trouver des solutions s'il y en a, enfin il y en a. Ou simplement accepter et être aidé dans le chemin vers le bien-être mental. Et voilà. En tout cas, il y a de nombreuses personnes et encore une fois, plus on avance et plus on a aussi nos communautés qui rentrent dans toutes ces sphères-là et qui vont pouvoir aussi nous aider plus profondément dans la quête du bien-être mental si possible. Et puis jusqu'à, on va dire, être dans un monde parfait et tout rose où tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. Mais voilà, en tout cas, c'était aussi important de dire, tu vois... ensemble qu'il y a un tabou qui est quand même lié à ça dans nos communautés, qui fait qu'aujourd'hui tout le monde ne se sent pas légitime de se sentir mal et d'exprimer un mal-être, chose qui n'a pas lieu d'être. C'est normal, il n'y a rien de plus normal que des fois aller mal. C'est humain. En tout cas, encore une fois, c'est un sujet très vaste. On espère qu'au moins ce premier épisode sur le côté santé mentale vous aura permis, vous, de déclencher une réflexion et aussi de faire un peu un point sur vous-même. Et puis après, je pense qu'on abordera aussi des sujets un peu plus précis en santé mentale, plus en profondeur et des tout traumatismes un peu plus généraux et sur lesquels on peut revenir plus en détail. Voilà. En attendant, j'espère que l'épisode vous aura plu. On espère vous retrouver très vite et à jeudi sur Kisses. Bisous.